Des ouvriers flexibles ou bien qui ont demande de l'être, et des patrons plutôt rigides, non, les patrons? Oui, mais enfin, ce qui est le plus frappant dans cette affaire, c'est quand même que tout le monde se cache derrière le marché mondial. Et comment est-ce qu'on peut parler avec un marché? C'est pas possible. Sur un marché, on achète des marchandises, des services, mais c'est tout. Eh bien non, pas tout à fait. Eh bien comment ça, non? Il y a à peine 2% des transactions mondiales qui servent à ça, acheter des biens et des services. 2%? 2%. Et le reste? Le pognon, le blé, le fric, le marché de l'argent. Et c'est là que règnent les nouveaux maîtres du monde. Les chances et les risques de la mondialisation. C'est le thème de ce soir aux grandes conférences catholiques de Bruxelles. Et comme toujours, l'ambiance est feutrée et distinguée. À la tribune, deux orateurs, Michel Candessu, le directeur général du Fonds monétaire international, et Philippe Maystadt, le ministre des Finances belge. Ils vont surtout parler d'une bulle. Le nouveau maître du monde n'a pas reçu d'invitation, et d'ailleurs on n'en parlera pas, et pourtant la bulle, c'est lui. C'est de cette bulle qu'il tient tout son pouvoir. Il suffit de souffler et tant qu'elle gonfle, il gagne. En fait, cette bulle, elle est bourrée d'argent. C'est une bulle financière. Se fait de manière ininterrompue, comme s'il s'agissait d'un seul marché. Aujourd'hui, on est dans une situation où plus de 90% des transactions financières n'ont plus rien à voir avec les échanges de biens et services. C'est ce que les spécialistes appellent la bulle financière, une bulle financière de plus en plus grosse, de plus en plus autonome, peut-être de plus en plus déstabilisante. Nous y reviendrons. Déstabilisante, ma bulle? Tais-toi, monsieur le ministre, ma bulle, c'est du solide, et je le prouve. Dans ma bulle, il n'y a pas de frontières, petit belge de rien du tout. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que je suis le maître du monde. Ma bulle, elle est mondialisée. Les dynamismes sont là. On pourrait croire qu'ils conduisent d'une façon irréversible à l'unité du monde, à la réalisation de l'utopie du village planétaire. Et voilà que pour des gens bien précis, l'expérience est celle d'une sorte de jungle hostile, de l'instabilité des conditions économiques, de la marginalisation, de la limitation des chances de chacun. Un fonds monétaire dans une conférence catholique, des marginalisés dans une jungle hostile, une économie mondialisée dans un village planétaire, un nouveau maître du monde dans une bulle financière. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cela veut dire que la politique ne gouverne plus le monde? C'est en tout cas la thèse défendue par Le Monde diplomatique, le mensuel du journal français Le Monde. Le Monde diplomatique vient de consacrer un numéro de son périodique Manière de voir au nouveau maître du monde. Alors Ignacio Ramonel, un titre choc. Alors est-ce que ça veut dire que le monde est en train de changer de main? Oui, je crois que maintenant, beaucoup de citoyens constatent qu'il y a eu un déplacement du pouvoir. Parce que des pressions extrêmement importantes s'exercent aujourd'hui sur les pouvoirs politiques qui ont des conséquences. Quelles sont ces pressions et qui sont les auteurs de ces pressions? C'est ce que nous appelons les nouveaux maîtres du monde. Essentiellement, ces nouveaux maîtres du monde, ce ne sont pas des personnes identifiées, ce sont, je dirais, des puissances financières. C'est ce qu'on appelle les marchés financiers. Le 29 octobre 1929, après des mois d'euphorie financière à Wall Street, New York, USA, les cours des actions s'effondrent, la bulle explose, c'est le crash. Partis les marchés financiers, la panique gagne toute l'économie. Petits porteurs ruinés, banques en faillite, usines fermées, des millions d'ouvriers en chômage se retrouvent dans la rue. La Grande Dépression s'étend à l'Europe et à l'Allemagne, elle mènera à la Deuxième Guerre mondiale.
1944, les Alliés signent les accords de Bretton Woods. Ils créent le système monétaire international. Le but, contrôler les marchés financiers, surveiller les bourses et désarmer les spéculateurs. Le dollar est la monnaie de référence, mais le dollar est convertible. Il peut se changer en or. L'or est le garant du système, les taux de change des monnaies sont fixes, il est quasi impossible de spéculer. L'or de Fort Knox donne à l'Occident une période de développement économique et social sans précédent. La bulle n'est plus qu'un mauvais souvenir. 1971, les États-Unis s'embourbent dans la guerre du Vietnam, une guerre ruineuse. L'économie s'essouffle, les réserves d'or s'épuisent. Le président Nixon annonce brutalement la fin du système de Bretton Woods. Il a pris sa décision seul, il n'a consulté personne. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Sans l'or, le système monétaire international n'a plus de garant et les monnaies sont laissées à elles-mêmes. Dévaluation, hausse, baisse, les taux de change peuvent varier. Pour le plus grand profit des spéculateurs qui se réveillent et la bulle peut se mettre à gonfler. Mais c'est dans les années 80 que la bulle se dilate vraiment, et cela grâce aux dettes publiques et au déficit des États. Ronald Reagan est président des États-Unis. Il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Il attire des capitaux étrangers avec des taux d'intérêt très hauts. Le déficit américain quadruple. Il faut financer le programme fétiche du président, la guerre des étoiles, et engraisser au passage l'industrie américaine de l'armement. Avec Reagan et sa guerre virtuelle, le monde entier entre dans l'ère de l'endettement. Ronald est copain comme cochon avec Maggie, Margaret Thatcher, la Britannique. Ils partagent le même souci, libéraliser le marché des capitaux en supprimant tous les contrôles, toutes les règles, toutes les surveillances nationales et internationales mises en place après la crise de 29 et à Bretton Woods. Conséquence, la bulle financière continue à grossir. On spécule sur les matières premières, les actions, les devises et désormais on joue avec les emprunts publics et les bons du trésor. On achète et on vend de la dette comme du café, du dollar ou de l'or. Ce ballon s'envole avec le Big Bang. 1986, c'est le Big Bang de la City, la bourse de Londres, la première place financière du monde. L'accès à la bourse s'élargit, désormais tout le monde peut jouer, il suffit d'avoir de l'argent. Et grâce aux ordinateurs et aux satellites, toutes les bourses du monde se connectent entre elles en temps réel. La finance se globalise, la bulle enfle, elle devient mondiale. Mine de rien, Maggie Thatcher force tous les gouvernements européens à suivre sa politique financière. Bien sûr, elle a adopté avec les autres chefs d'État l'acte unique, la création d'un grand marché européen prévu pour 1992. Mais dès 1990, avec Jacques Delors, les 12 décident d'abord et avant tout de libéraliser le marché de l'argent. Ils suppriment le contrôle d'échange et permettent aux capitaux de circuler sans entrave. On ne voit qu'elle en bleu sur la photo de famille. Madame Thatcher a gagné. La bulle est gonflée à bloc, les marchés financiers ont les mains totalement libres, ils vont bientôt montrer leur puissance. Car jusque-là, les 12 ont réussi à préserver une zone de stabilité entre leurs monnaies, le système monétaire européen, qui échappe encore à la spéculation. Plus pour longtemps. Septembre 92, les marchés financiers passent à l'attaque. Leur cible, la livre sterling et l'Angleterre. Le Premier ministre et son chancelier d'échiquier ont la mine piteuse. La livre ne résiste pas plus d'un jour, elle dévalue et sort du système monétaire européen. Pour les spéculateurs, le profit est énorme. L'un d'entre eux se vantera d'avoir gagné $1 milliard dans l'opération. Les ministres des Finances européens, sous le choc, tentent d'arrêter la débâcle. C'est inutile, les attaques spéculatives se répètent. La lire, la peseta, l'escudo, la livre irlandaise dévaluent tour à tour. Les marchés financiers veulent faire sauter la zone de stabilité d'échange en Europe. Et le 2 août 1993, Philippe Maystadt annonce que les monnaies européennes peuvent désormais varier entre elles de 15%, autant dire que le système est mort. Nous sommes convaincus qu'on va gagner. Oui, mais pour cette fois, c'est perdu. La dernière zone de résistance est tombée, la bulle est bourrée, les marchés financiers sont les nouveaux maîtres du monde.
Vous savez que les possibilités technologiques modernes permettent de suivre l'activité financière d'une place boursière à l'autre. Lorsqu'il y en a une qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, et que donc en continu, 24 heures sur 24, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, on peut agir sur les marchés financiers, y placer, y déplacer des sommes considérables, puisque on évalue actuellement à 1500 milliards de dollars par jour le montant des sommes qui changent de main tous les jours. Donc c'est un truc absolument fabuleux. Et moins d'un cinquantième de cette somme sert en fait à régler des échanges internationaux, c'est-à-dire que l'essentiel de cette somme est purement spéculative. C'est une activité de casino. Il s'agit d'acheter et de vendre en essayant de réaliser le maximum de profit dans le minimum de délai. Au cœur de la bulle, dans les grandes places boursières de la planète, ce sont les mêmes gestes fébriles, les mêmes écrans qui défilent, les mêmes cris, les mêmes visages tendus. Quelques milliers de jeunes gens autour du monde passent leur journée pendus au téléphone, les yeux rivés sur les chiffres. Ils manipulent des indices, des produits financiers qui n'ont plus rien à voir avec la réalité économique. Ce sont des cocktails d'actions, de devises et de bons du trésor. Ils pèsent des milliards et peuvent changer de main instantanément. Mais les vrais maîtres du jeu sont plus discrets. 200 patrons tout au plus, 200 patrons des fonds mutuels d'investissement, de grandes banques, de compagnies d'assurance et surtout de fonds de pension américains et japonais. Les gérants de ces fonds de pension ont dans les mains plusieurs centaines de milliards de dollars. À New York, à Tokyo ou à Londres, ils sont quelques dizaines à donner les ordres, à créer les tendances, à décider des attaques. Les autres suivent presque toujours, leur logique est imparable. Ce sont des gestionnaires assez froids qui font des choix qui sont presque dictés par l'évidence des statistiques boursières et financières qui consistent à arbitrer en faveur du taux de profit maximum, seconde après seconde. Pourtant, ils sont sujets à des paniques soudaines, ils ont un comportement en chaîne, on dirait un peu qu'ils font tous la même chose. Oui, et il est très étrange de voir que des acteurs à ce point irrationnels soient en quelque sorte donnés en exemple à nos économies et à nos sociétés d'une gestion rationnelle de l'économie moderne, qu'ils en soient en tout cas les arbitres. Comportement irrationnel. Prenons l'exemple de la crise financière de l'hiver 94-95 au Mexique. Dans les années 90, le gouvernement mexicain lance une politique ultra-libérale. Il privatise, il signe des accords de libre-échange et émet des bons du trésor très attractifs. Le Mexique est devenu l'Eldorado des gestionnaires financiers. La bourse de Mexico, flambant neuf, s'active, mais la dette se creuse. Fin 1994, quelques investisseurs inquiets retirent leurs fonds. Quelques jours plus tard, tous les autres suivent. La bourse s'écroule, le scénario de 1929 semble se reproduire à la sauce mexicaine. Il a suffi finalement que le ministre de l'économie mexicaine prenne une décision qui a été considérée comme malheureuse par les marchés financiers, d'évaluer légèrement la monnaie nationale, pour que soudain des masses gigantesques financières, d'argent, quittent ce pays et la monnaie s'effondre, provoquant bien entendu à la fois une crise économique considérable, provoquant la peur d'une sorte de cascade de catastrophes financières en Amérique latine, et pour conduire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'ensemble du G7 à lui venir en aide. 50 milliards de dollars, c'est la somme qu'il a fallu réunir pour sauver le Mexique. Le secrétaire américain au Trésor signe l'accord avec le ministre mexicain des Finances. Le Trésor américain paye la plus grosse partie. Et avec les 7 pays les plus riches, le Fonds monétaire international amène 18 milliards de dollars. Une aide sous condition. Le Mexique doit s'attaquer à ses déficits et rembourser sa dette, désormais gigantesque. Les marchés se frottent les mains, ils seront remboursés grâce à l'argent public américain et au Fonds monétaire international. Va-t-on tirer les leçons de cette crise ?
nous nous sommes rendus compte avec la crise du Mexique que là où autrefois, il y a encore 10 ans, le Fonds monétaire pouvait régler un problème gravissime en y mettant 2 ou 3 milliards de dollars, maintenant c'est 18 milliards qu'il faut trouver en 24 heures. Et la prochaine crise est peut-être pour demain. Je ne le cache pas, je suis inquiet. La crise mexicaine, dont Michel Candesu a dit que c'était la première crise du XXIe siècle, la crise mexicaine, c'est un sérieux avertissement. Il est clair que la combinaison de la globalisation financière dont nous avons parlé tout à l'heure et de l'absence d'un véritable système monétaire international, que cette combinaison multiplie les risques de pareilles crises dans d'autres pays. Et si on a pu contenir la crise mexicaine grâce à une intervention rapide et massive du Fonds monétaire international, il n'en demeure pas moins que la population mexicaine a terriblement souffert de cette crise. Elle a vu son pouvoir d'achat diminuer brutalement de l'ordre de 35%.